Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 28 juin pour une journée très importante, après pas mal de temps quand même, mais c'est une journée très importante puisque hier soir, en tout cas selon ma time frame, on a eu la news de la demande pour un ETF spot Solana de VanEck. C'est le premier fonds à avoir fait ce genre de demande. Il y avait eu énormément de spéculation suite à l'approbation du premier formulaire de l'ETF ETH. On se disait, est-ce qu'il y a d'autres cryptos qui pourront avoir leurs propres ETF? Les principaux candidats, c'était évidemment Solana. Ensuite, il y avait XRP et pourquoi pas Chainlink aussi. Donc hier, on a eu cette demande qui a été officialisée et il y a clairement un tournant qui va se jouer puisque depuis 5-6 mois, c'était évident que Bitcoin et même on peut dire ETH, ça allait bien aller pour eux, mais on pouvait se poser la question, est-ce que les autres cryptos plus petites, on va dire moins importantes, pourraient profiter de tout cet engouement vis-à-vis des ETF et pourraient être simplement institutionnalisés. Donc on va aller traiter cette news-là. On va aussi aller faire un tour au niveau des news un peu plus macro. On va pas mal parler de BTC parce que je trouve qu'on est sur des points très importants, sur des niveaux de prix assez importants. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent jouer à partir de maintenant. Donc on va essayer de voir un peu ce qui peut arriver sur le court, voire moyen terme. On commence directement avec ces conflux, ça. On commence directement avec la map des cryptos. On voit qu'on est quand même pas mal dans le vert. Il y a deux grosses bulles rouges qui sont FedChain et AGX, mais faut apprendre avec des pincettes parce qu'hier c'était les deux seules grosses bulles vertes. Un des très bons performeurs, c'est Akash Network, qui a vraiment une santé de malade. Il y en a deux actuellement qui sont comme ça, c'est Akash et Kaspa. On va parler de Kaspa un petit peu plus tard et je vais passer les graphiques des deux, puisque les deux sont vraiment impressionnants. Et je suis bien content de m'être reconstruit ma ligne de Akash Network. C'est vraiment un projet qui a une santé de fer. Ensuite, malheureusement, je ne sais pas si vous regardez souvent cette map-là, mais depuis quelques jours, à chaque fois qu'on a des bulles vertes, on a toujours et encore des mêmes coins qui sont dans les meilleurs performeurs. C'est dommage, moi, j'étais pas contre l'idée de finir cette meme coin season il y a quelques semaines. On a eu tous les meme coins qui ont pété pendant plusieurs mois. J'étais pour qu'ils se fracassent la gueule et qu'on reparte ensuite et qu'on respecte la cyclicité normale des cryptos. Mais bon, pour l'instant, ça ne me donne pas raison. Le Bitcoin, il est encore au niveau de 60 000 $ et on est aux 61 000 $. Sur Ethereum, on est aux 3 500 $ avec des volumes qui sont extrêmement faibles. Pour une fin de semaine, c'est vraiment faible. 22 milliards sur BTC et 12 milliards sur Ethereum. Et les volumes sur Solana, ils sont à 3 milliards. Alors, je ne les connais pas assez d'habitude, mais j'imagine en tous les cas que ce sont des volumes assez élevés pour Solana. Alors, on continue logiquement avec la news la plus importante de la semaine en réalité, je pense, même du mois, pourquoi pas. Mais c'est VanEck, du coup, qui dépose la toute première demande d'ETF Solana aux États-Unis. Alors au début, lorsque la news était relayée, la majorité des gens avaient peur que ce ne soit pas une demande d'ETF spot, mais bien un trust à la manière de Grayscale, ce qui n'est pas vraiment la même chose, mais au final, c'est bel et bien une demande d'ETF spot. Et après, l'autre côté à ça, c'est qu'il y a une demande que pour un seul des deux formulaires. Pour chaque ETF, il faut que deux formulaires soient acceptés. C'est le S1 et l'autre, j'ai oublié le nom. Enfin bref, il faut qu'il y en ait deux qui soient acceptés. Et c'est l'acceptation du deuxième qu'on attend sur Ethereum, qui devrait arriver le 2 ou 3 juillet, selon le meilleur informateur par rapport aux ETF. Donc voilà, donc, la news qu'on avait eue sur Ethereum il y a un mois, c'était un seul des deux formulaires. Et là, la demande qui a été faite sur Solana, c'est aussi un seul des deux formulaires, mais du coup on ne sait pas encore la deadline de la SEC, puisqu'on a le formulaire qui nous manque, les informations sont dedans. Donc ça reste une bonne nouvelle, mais après, toujours tranquillement, faut laisser le temps au marché de digérer l'information. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les news de nous-mêmes. Lorsqu'on aura la demande complète, on va dire, de l'ETF spot, et ben là, ce sera vraiment un peu plus acté et on saura jusqu'à quand on devra raisonner et réfléchir. Typiquement, avec BTC, dès le début, on savait que la deadline finale sur BTC, ça allait être vers le 9 janvier. Pour l'instant, on n'a pas la même information sur Solana. Donc ça, faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est bullish? C'est bien évidemment un événement extrêmement bullish, puisque si on commence à ouvrir des ETF sur des actifs qui sont on va dire moins installés que ETH et BTC, qui sont les deux piliers de cet écosystème, ça peut être extrêmement bullish. Et en réalité, là, ce qui se joue, c'est pas uniquement le futur ou l'évolution, l'adoption du prix de Solana. Ce qui se joue, c'est un peu un cheval de Troie et l'ouverture de la grande porte d'entrée des ETF sur plein d'autres cryptos, on va dire sur plein d'autres altcoins. Si Solana est accepté, bah après on va voir XRP, on va voir Chainlink. Si Chainlink est accepté, peut-être après on va voir d'autres, etc. Et là, ça va être une excellente nouvelle forcément pour tout l'écosystème et on pourra vraiment avoir un afflux massif des institutions sur nos fameux altcoins. Donc évidemment, il y a
beaucoup de choses qui se jouent vis-à-vis de cet ETF Solana. Maintenant, je trouve que le timing, il vient vraiment à point. Il vient après qu'on ait eu beaucoup de FUD, beaucoup de prestations qui sont négatifs. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'insiders qui se sont fait beaucoup de blé là-dessus, encore aussi. Et ça arrive une semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant la décision finale par rapport à l'ETF Spot ETH. Donc ça se trouve cet été. Quand moi je voyais une période calme, comme on l'a connu pour l'instant jusqu'au début de l'été, pourquoi pas jusqu'à septembre, ça se trouve tout ça, ça va être chamboulé, un peu comme l'ETF Spot BTC a chamboulé un peu le début d'année 2024. Tout ça, ça va être chamboulé par les news et les acceptations de cet ETF, de ces ETF à droite à gauche. Donc il faut faire attention à ça et il faut évidemment bien être à l'affût de ce genre de news. Ensuite, on passe sur un tweet de Deep Whale qui nous dit que les BRICS prévoient d'abandonner totalement le dollar américain dans les 3 prochaines années. 3 années, les gars, ça va vraiment vite. Les BRICS, c'est quand même un groupe de pays qui sont vraiment, vraiment gros. Et forcément, si dans 3 ans, aucun de ces pays-là ne fournit de demande pour le dollar, on a le pétrodollar, on a l'Arabie Saoudite qui a arrêté de vendre son pétrole en dollars, etc., etc. Forcément, le dollar va perdre de sa valeur et l'hégémonie du dollar dans le monde va prendre fin. Et on le sait très bien que nos actifs à risque, ils sont négativement corrélés au dollar. Donc, moins il y a de demande pour le dollar, plus son prix va baisser, plus ça va être bullish pour nos investissements. Donc ça, c'est une news aussi bullish. Ensuite, on a Coinbase qui va porter plainte contre la ECC et la FDIC pour ce qu'ils appellent des attaques coordonnées pour mettre des bâtons dans les roues dans l'écosystème des cryptos. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Coinbase, c'est bien parce que en ce moment, ils étaient un petit peu en galère avec la SEC, etc. Et là, ils viennent vraiment à la charge. Et je pense, moi, il y a eu le débat de Trump et Biden hier soir. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Je n'ai vu que des extraits. Mais je pense que novembre prochain, si c'est Trump qui passe, c'est clair et net que Guy Gensler ne fera pas long feu à son poste. Et je me demande même si c'est Biden qui reste, je pense qu'ils vont avoir besoin de faire du sang neuf. Et je pense qu'il ne sera plus à la tête de la SEC tellement il est en galère et tellement il a pas honoré le blason de la SEC en fait. Depuis qu'il est à la tête, la SEC, ils font que perdre leur procès, etc., etc. Ils ont eu tort sur toute la ligne, carrément. Ça, c'était une news un peu insolite, mais assez intéressant aussi. C'était un tweet de Michael Saylor, peut-être que je vais vous le retrouver juste ici, on va voir. C'est un tweet de Michael Saylor qui est arrivé juste hier, où il nous fait Take a Bite avec un logo Bitcoin et Apple. Moi, quand j'ai vu ça, premièrement, j'ai pensé à l'entreprise Apple, mais ensuite, j'ai vu les commentaires, et en effet, je pense que c'est plus eux qui ont raison, puisque d'habitude, toutes les photos qui sont générées avec l'IA qui met, elles sont toutes aux couleurs de Bitcoin. Tu vois, c'est logique, c'est que du orange. Là, c'est la première fois qu'il en fait une, pas aux couleurs de Bitcoin, et lorsque les gens ont analysé ça, c'était une couleur qui ressemblait extrêmement aux couleurs de Caspa. Et du coup, évidemment, tu as toutes les communautés Caspa qui étaient très réjouies d'avoir possiblement Michael Saylor dans leur équipe. Et je pense que si Michael Saylor devait choisir un second best, comme il dit qu'il n'en aura jamais, s'il devait être amené à choisir un second best, je pense que Caspa serait un excellent candidat à ce poste-là. Après, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? En tout cas, la communauté dit que c'est très peu probable que ce soit une coïncidence que les couleurs se ressemblent autant. Mais bon, après, who knows, peut-être, on ne sait pas, mais juste ça c'est pas mal pour spéculer, c'est pas mal pour se faire un petit peu d'idées, mais voilà, Caspa, c'est vraiment, comme je l'ai toujours dit, moi je pense que ça va être dans le top 10. Malheureusement, je n'ai plus mon bac de Caspa, mais c'était une décision réfléchie et voulue. Alors évidemment, aujourd'hui, j'aurais bien aimé l'avoir, parce qu'il est pas loin de son ATH, il a tellement bien résisté à la baisse qu'aujourd'hui, j'aurais pas gagné d'argent, mais je n'aurais pas perdu. Mais bon, on va faire les comptes à la fin du bull run, et je pense que j'ai fait un bon move. En tout cas, Caspa, et vous voyez la comparaison qui est vraiment plutôt flagrante. Caspa sera dans le top 10 pour moi à la fin de ce bull run largement. Ensuite, une news sur un autre pilier de cet écosystème qui est Tao. On a DGC, Digital Currency Group. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui sont derrière Grayscale, Foundry, etc. Plein. C'est vraiment des mastodontes dans l'écosystème crypto. Ils ont monté plein d'entreprises qui sont extrêmement utiles à l'écosystème de la crypto. Ils ont fait récemment je sais pas comment trop dire ça, une sorte d'événement, il me semble que c'était au congrès, mais encore une fois, c'était pas sûr, dans une haute institution américaine, on va dire, pour parler de la crypto, pour essayer d'aider les gens à se familiariser avec ça, etc. Et à la fin de leur petit teaser ou documentaire, on voit qu'il y a eu le logo Tao en plein milieu, c'est lui qui occupe la première place, tu vois, à côté de Ledger, Foundry, etc. Donc ça fait très plaisir. Et les plus fous de la communauté se disent, lorsque on aura la folie des ETF qui vont arriver en plein bull run, un ETF Tao sera déposé par Grayscale et moi je sais pas trop quoi penser
penser dessus. Je pense pas arrêter, je pense pas que l'actif soit assez liquide, soit assez gros. Mais bon, dans tous les cas, avoir une aussi grosse compagnie derrière un projet aussi petit que Tao, ça peut ne faire que du bien. Ensuite, vis-à-vis de Tao, je vous en avais parlé, il me semble que c'était sur Telegram, c'était pas sur Twitter, j'ai pas tweeté dessus, mais c'était par rapport au Subnet 8. En fait, on peut faire du copy trading en fonction de ce Subnet 8. Ok, et j'avais mis 5000$ pour essayer ça, parce que les performances elles sont aberrantes. On voit que c'est celui-là, hein. C'est Dale qui est le meilleur master trader de Bybit en quelques semaines, le plus performant. Donc le ROI il est moindre, mais parce qu'il y a énormément son drawdown il est extrêmement petit et en réalité c'est lui qui a la gestion la plus saine. Okay, et si on prend les stats, il a genre 95% de trades gagnants, donc c'est absolument énormissime. Et mais à la fin, le marché a dip juste après que j'ai fait ça, donc j'avais besoin de récupérer mes 5000$ pour recharger. Mais en tout cas, si vous avez des stablecoins, je pense que ce n'est pas con de mettre une petite partie en copy trading, puisque j'imagine comme tout le monde, on a tous cherché des bots de copy trading, mais aucun n'a marché. Et bah Dale, sur un subnet de Bit&Sword, probablement que lui est bel et bien gagnant. Et ça, on est vraiment pour. Ensuite, on a des bitcoiners qui se présentent aux législatives et qui offrent une alternative au vote blanc. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Avec la situation politique en France qui est vraiment extrêmement compliquée, il y a des partis pris de partout. Donc c'est vraiment très polarisé, hein. C'est soit t'es bien à droite, soit t'es bien à gauche. Nous, on va pas parler de ça, évidemment. Mais je trouvais l'initiative qui était extrêmement intéressante pour ceux qui ne savent pas où se placer et qui souhaitent faire un vote blanc. Bah pourquoi pas faire un vote orange comme c'est dit juste ici et voter pour le parti des bitcoiners et montrer en fait que le bitcoin et les cryptos etc. Et bah ça amène quand même beaucoup de voix et ça a un poids, c'est important et ça a probablement sa place aussi en politique alors que les gens l'oublient, majoritairement les gens oublient ce côté-là. Ensuite, on a Coinbase qui ne va pas supporter la migration des tokens de ASI. Donc il y a Fetch.ai, il y a AGX et il y a Ocean Protocol. Moi, évidemment, je ne suis pas très bullish vis-à-vis de cette alliance. Ça se trouve, ça va faire des très grosses performances, mais ça ne répond pas à mes critères d'investissement, on va dire. Et en revanche, je pense qu'ils ont bien géré leur news flow, puisque lorsque le marché était en train de mourir, et ben eux ils communiquaient pas du tout, ils disaient ouais la migration va être reportée et ça, sur ça je trouve qu'ils ont quand même bien géré. On passe sur la partie analyse technique où on a le BTC qui est tout en bas de son range et ce qui est important à voir sur moi c'est qu'il a rebondi sur sa moyenne mobile 200, ça on le disait. On en parlait, il me semble que c'était même avant mai, hein. Elle était plutôt basse, je disais vers ici, et en fait on voyait bien une sorte de range pendant tout l'été, le temps que la moyenne mobile arrive au niveau de 60 000$, et jusqu'ici elle ferait office de dernier rempart. Pour l'instant tout semble se passer comme prévu, donc tant mieux. Sur le BTC on connaît un range depuis bien longtemps, hein, maintenant, depuis le 12 mars, ça commence à faire un peu chier. Après, le seul point négatif, si on essaie de se donner un aspect bullish selon moi, c'était que comme ici je vous disais qu'il y avait des liquidités à aller chercher, et lorsqu'on était ici, bah, c'était compliqué parce qu'il restait un gros cluster de liquidités. Là, c'est un peu la même chose. Ça ressemble à une accumulation de week-off, sauf que notre prise de liquidité, on est venu la faire en plein milieu de range, enfin en plein milieu en termes de temporalité de range. Donc depuis ce temps-là, il y a beaucoup de liquidités qui sont amassées là, qui sont amassées ici, en gros, qui sont toutes restées juste ici. Donc j'ai du mal à aller imaginer un BTC vers les 75-80 000$ et laisser tous ces gens-là, avec leur prix de liquidation juste ici, engendrer des gains massifs. Mais bon, après c'est déjà arrivé, c'est pas non plus un indicateur qui est parfait, il faut le mêler avec beaucoup d'indicateurs. Et à l'inverse, la majorité des autres indicateurs, eux, ils sont plutôt bullish. Le BTC qui est un RSI en daily en survente, c'est quand même bien rare. Si on passe en weekly, en weekly ça peut faire un peu peur, ça peut faire office de double top, mais au niveau du RSI c'est quand même vraiment solide. On s'approche du niveau des 50 et il y a quand même peu de chances qu'on aille chercher les 30 sur le BTC. En tout cas je pense pas qu'on ait le temps, parce que si on reste en weekly, pour qu'on aille chercher les 30, c'est-à-dire qu'il faudrait continuer ce range jusqu'à novembre-décembre où il faudrait chuter aux 35-40 000$, ce qui, en tout cas pour moi, je ne pense pas que ça va arriver, hein. Très clairement, je suis bullish sur le moyen terme, sur BTC, et long terme, bien évidemment. Aussi, si on prend une time frame qui est beaucoup plus petite, si on regarde dans 4 heures, et bien là, on est en train de faire un price action, une structure qui est plutôt jolie, hein. On a eu une cascade de liquidation, une sorte de FUD, où on est venu chercher les 58 000$ sur le BTC. Mais depuis ce moment-là, vous voyez qu'on est en train de faire, on a fait un bas plus haut que le précédent bas. Et ici, tout va se jouer
par rapport à ce break of structure, il va falloir clôturer en 4 heures au-dessus de 62 500 $. Et si ça c'est fait, on pourra réellement confirmer qu'on a un changement de tendance à court terme en time frame 4 heures dans tous les cas. Donc voici pour BTC. Conclusion, en gros, on est en support, on est sur un gros support. On a la moyenne mobile 200 qui est vraiment pas très loin. Logiquement, on devrait aller chercher quand même la borne haute du support. Ça veut pas dire qu'on va la casser, ça veut dire juste qu'on va au moins aller la chercher, logiquement. Ensuite, vis-à-vis de Ethereum, lui, il nous fait quelque chose qui est vraiment assez clean. On est un gros pump suite à l'ETF, à la news par rapport à l'ETF. On est venu chercher notre zone de Fibonacci entre les 0,78 et les 0,786. On est juste venu mécher dessus et c'est là où les bulles ont repris la main de manière extrêmement forte. Et ensuite, on est en train de venir lutter contre notre moyenne mobile la plus faible. Mais je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, le price action, l'analyse technique sur Ethereum devient pas très importante, puisque dans moins de 5 jours, on aura une news majeure vis-à-vis de l'ETF. Donc je pense que peu importe ce qu'on dit, tout le monde va être dépendant de ce qui va arriver la semaine prochaine par rapport à Ethereum. Donc ne gâchons pas trop de temps vis-à-vis de ça. La market cap, la BTC dominante, ça c'est extrêmement intéressant. Hier, alors il n'y a rien de fou, hein, mais on a quand même clôturé en dessous. Donc c'est important, c'est pas juste une mèche comme on a fait juste ici. On a clôturé vraiment une belle bougie rouge en dessous. Ça aurait été mieux que le corps de bougie dépasse beaucoup plus le support, mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et ça, c'est évidemment dû à la news par rapport à l'ETF de Solana. Après, je pense pas que ce soit un événement assez fort vraiment pour lancer totalement la half season. On va voir si je me trompe, mais je pense qu'il va falloir qu'on attende la news par rapport à l'ETF ETH et qu'on ait une euphorie sur ETH pour vraiment voir cette BTC dominance casser à la baisse et lancer l'alt season. Avant ça, je pense pas que Solana fasse le poids tout seul pour lancer tout un marché. Donc ça, c'est ETH BTC. C'est la même chose que ce que je viens de dire. Ensuite, on a Bitsensor. Tao Bitsensor, c'est assez compliqué pour lui quand même. Il a clairement plus assez de jus comme il avait avant pour s'en foutre de ce que faisait le marché et pumper lui, peu importe ce qui est arrivé, hein, clairement. Là, je pense qu'on a un énorme support, on n'arrive pas à le casser et à le revalider en tant que... Non, pardon, on a une énorme résistance qu'on n'arrive pas à revalider en tant que support au niveau des 300 $. Et je pense, comme ETH, il va falloir attendre vraiment un pump de tous les altcoins pour que Bitsensor recommence à évoluer au-dessus des 300 $. Et de là, on pourra dire que le point bas aura été touché au niveau des 242 $ sur Tao. Ensuite, Kaspa, je vous en parlais en introduction, on est sur des niveaux de prix qui sont absolument stratosphériques. On est sur les ATH. La borne rouge, c'est une très très grosse résistance quand même. On voit qu'en weekly, elle nous a rejeté pendant pas mal de fois. C'est un peu le niveau de 73 000 $ sur BTC, si tu veux. C'est le gros range qu'on est en train de faire depuis novembre 2023 pour Kaspa, et on est en train de, voilà, donc c'est vraiment longtemps qu'on n'arrive pas à le casser. Est-ce que Kaspa va réussir à casser une aussi grosse résistance sans que tout le marché soit un peu en ébullition et soit bullish? Moi je pense pas, mais encore une fois ça va dépendre de la semaine prochaine. Donc est-ce que j'achèterai le Kaspa maintenant? Évidemment que non. En tout cas, tu n'achètes pas un Kaspa sur un support. Je pense que pour ceux qui veulent se positionner sur Kaspa, ça ne me semble pas con d'attendre typiquement une validation du breakout avec pourquoi pas un pullback. Là, vous serez sur le même niveau de prix, mais la narrative et l'histoire que la charte dit n'est pas du tout la même, évidemment, puisque si tu achètes juste ici, il y a quand même beaucoup de chances qu'on aille rechercher notre support et notre borne inférieure de ce range. En tout cas, ça c'est dans le scénario où le marché continue à être indécis, continue à ranger pendant juillet et août. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous passer d'autre? CKB très intéressant, il est en train de nous faire un double bottom qui est quand même plutôt sexy. Le RSI, les deux seules fois où il a touché les 30 et il a très très bien réagi. Moi j'ai agi sur ce graphe où j'ai acheté mes CKB à 0,010 il me semble, parce que c'était très sexy graphiquement. Il avait énormément retracé de sa grosse impulsion haussière. Ensuite, on a Alephium. Alephium, pour lui, c'est dur. Alephium, c'est dur. On voit qu'on a cassé de gros supports. On est en train de faire une tête-épaule inversée qui était magnifique pour repartir en tendance haussière. Cependant, on a invalidé cette structure-là. Et là, on est en train de valider et consolider en dessous de cette résistance qui a été une zone des 0,78, la zone d'or de Fibonacci, tout simplement. Donc à Alephium, il va falloir attendre un signe de retournement de tendance avant de recharger. Même moi qui suis chargé comme un bœuf dessus, je pense que si on va aux alentours des 1$, même moi je vais commencer à devenir encore plus agressif sur ce dossier-là. Et ensuite, évidemment, le main caractère de cette vidéo de cette semaine, c'est Solana qui nous a pondu une bougie de 11% sur la 4e plus grosse crypto quand même, suite à la news d'hier. Et finalement, pour clôturer le bal, on a Equilibrium. Moi, je me suis réveillé ce matin avec cette news. Ça fait vraiment
plutôt plaisir. On a Collybrium qui vient de nous taper en moins de 12 heures un joli plus 33%. Donc ça fait extrêmement plaisir. À quoi c'est dû? On ne peut pas savoir. Moi, j'ai pas vu de news par rapport à ça. Je pense que c'est simplement dû à un FOMO. Il y a des gens qui l'attendaient toujours plus bas, toujours plus bas. Ils ont vu que ça commençait à pump et j'ai vu des gens qui ont fait leur premier bag à 21 $, alors que ça faisait 2 semaines qu'on était bien en dessous. Donc c'est littéralement juste du FOMO. Graphiquement, c'est un peu dur à analyser ce genre de bougie quand même, parce que d'habitude c'est lié à des news. On est en train de faire un break of structure avec un haut plus haut que le précédent et on l'a clôturé aussi comme ça. Sauf que de manière générale, lorsqu'on fait des bougies aussi vénères, c'est pas impossible qu'on corrige tout en très très rapidement. Donc voilà, il va falloir attendre je pense au moins 1 ou 2 jours avant de pouvoir faire une analyse qui est un petit peu près solide sur Collybrium. Mais dans tous les cas ça fait plaisir. Moi c'est un gros bag et je pense que les gens ne sont pas prêts pour ce qui va arriver sur Collybrium. Je pense que même moi je suis pas prêt tout simplement parce que on n'a pas toutes les infos et je pense que beaucoup de choses arrivent sur Collybrium et ça va être très intéressant de suivre ça de très très près. En tout cas voici pour la vidéo d'aujourd'hui qui a été assez longue, 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas s'il y en a, mais je viens d'arriver à Bali, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo encore une fois, comme je vous l'avais dit durant la dernière vidéo. Donc là, je vous le dis à la fin plutôt qu'au début où il y a plus de monde, mais j'étais à Séoul pendant 4-5 jours, donc t'as pas la tête à faire des vidéos sur la crypto quand c'est la première fois que tu visites un pays. Là, je viens d'arriver à Bali, que je connais un peu plus, donc je peux être un peu plus posé, profiter un peu plus et taffer un peu plus aussi. Donc là, voilà, là, je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, ça me fait plaisir et je vous souhaite un excellent vendredi. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.